Monsieur le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, très chers collègues, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les journalistes et chers représentants des médias, avant toute chose, je voudrais, au début de notre quinzaine de ce jour, remercier mon collègue le ministre Juste Désiré Mondelet qui va inaugurer avec nous aujourd'hui une phase nouvelle de nos échanges. En effet, et cela avait été, je crois, un souhait unanime de tous et de chacun ici, il est opportun que, de temps en temps, sur des sujets d'actualité brûlante qui touchent au quotidien de nos compatriotes, des membres du gouvernement viennent plancher et échanger avec vous dans la quinzaine du gouvernement, cette quinzaine n'étant pas exclusivement l'apanage ou l'affaire du seul porte-parole. Le ministre Mondelet va assurément nous apporter des précisions utiles sur la signature récente d'un contrat de délégation de service public pour la collecte des déchets solides et l'exploitation des services de propreté à Brazzaville et à Pointe-Noire, délégation signée entre le gouvernement, représenté par mon collègue, et la société turque Albayrak. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour nos concitoyens habitant dans les deux plus grandes villes de notre pays qui vont, et c'est notre espoir, retrouver un service public essentiel à la vie quotidienne et un environnement assaini. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, ayons une pensée pour les victimes du naufrage meurtrier d'un canot rapide qui reliait Brazzaville à Kinshasa le 22 avril dernier. D'autre part, en ces heures sombres, et à la suite du président de la République qui a marqué sa solidarité avec l'Église catholique, en assistant à la messe célébrée à la mémoire de sa sainteté le pape François, nous réitérons nos sincères condoléances à l'ensemble de la communauté catholique du Congo. Le pape François fut un homme de foi, de dialogue entre les religions et de compassion pour les plus pauvres. Il a porté, durant son pontificat, un message d'humilité, de justice et de fraternité. Enfin, notre pays a été endeuillé par la disparition d'un grand homme d'État, Maître Aimé Emmanuel Yoka, ancien ministre d'État. Ce grand serviteur de l'État, dont nous saluons la mémoire, a eu un parcours qui a profondément marqué l'histoire politique, institutionnelle et juridique de notre pays. Mesdames et Messieurs, notre pays a connu ces jours derniers un grand succès diplomatique avec l'adoption, à l'initiative du président Denis Sassou Nguesso, d'une résolution par l'Assemblée générale de l'ONU sur la décennie des Nations unies sur le boisement et le reboisement. L'adoption de cette résolution et la consécration de la constance, de la vision et des actions du président de la République du Congo, qui bataille, et nous le savons tous, depuis des décennies, pour la préservation de la richesse verte du monde. La Journée nationale de l'arbre, célébrée dans notre pays depuis 1984, à un moment où les questions d'environnement et d'écologie n'étaient pas au cœur de l'agenda mondial, est la preuve palpable de la crédibilité de l'action de notre chef d'État, dont le message est désormais endossé par le monde entier. Autre sujet de l'actualité récente, nous pouvons citer le lancement de la Semaine africaine de vaccination qui couvrait la période allant du 24 au 30 avril 2025, c'est-à-dire jusqu'à ce jour. Le message du gouvernement sur le sujet a porté sur l'importance de la vaccination, qui est un acte de protection, un geste de solidarité et une barrière contre la souffrance évitable. Le gouvernement, à travers cette campagne, affirme sa volonté
de préserver ce qu'il y a de plus précieux, la vie, la santé et surtout l'avenir de nos enfants. Mesdames et messieurs, pour finir mon propos liminaire, je voudrais faire ici un clin d'œil à vos confrères des Dépêches de Brazzaville. Je ne sais pas si ce journal est représenté aujourd'hui, si c'est le cas qu'il nous soit indiqué qu'il l'est. Vous avez fêté hier, 29 avril, votre 5 millième numéro. Ce n'est pas rien pour un journal quotidien, notre unique quotidien. Malgré les difficultés globales, nous suivons les choses de loin, de notre presse nationale et vos difficultés propres, et malgré les défis que vous avez à relever, vous restez, avec la Semaine africaine d'ailleurs, un organe de référence qui prône le sérieux dans l'information et dans l'approche journalistique la plus rigoureuse. Et donc je voulais, au nom du gouvernement, du ministère des Médias que je représente, et je crois au nom de tous vos confrères, je voudrais vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention. Alors, monsieur le ministre, je vais commencer par là, parce que c'est ce qui colle à l'actualité. Vous avez vous-même appris la prévarication qui a cours, enfin, entre guillemets, au Trésor public, et certains cadres ont été interpellés. Il y en a un qui est à l'étranger. Alors, on ne sait pas exactement à quoi ça tient, quels sont les mobiles qui ont justement amené cette démarche judiciaire, d'autant plus que on sait que dans notre pays, nous disposons des institutions qui jouent le rôle des régulateurs, mais en même temps, qui doivent procéder au contrôle et à l'audit. Je pense par exemple à l'IGF, c'est-à-dire l'Inspection générale des finances, l'Inspection générale de l'État, la Cour des comptes, la HALC, la Direction générale du contrôle de l'État, le Commissariat national aux comptes. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu une enquête qui a été menée par ces organes habilités et qui détiennent aussi une expertise avérée afin que le dossier échoue au niveau du parquet, auquel cas on le confie, n'est-ce pas, à la police. Est-ce qu'on peut un peu, sans justement percer le mystère du secret d'instruction, qu'est-ce qui est réellement reproché à ces cadres? Parce qu'un jour pair, on met la main sur une dame et un jour impair, elle est extraite des griffes de la police. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et je vais vraiment être gourmand puisqu'on a l'occasion d'avoir avec nous le ministre de l'Assainissement. Je voudrais justement savoir, monsieur le ministre, vous avez signé cet important contrat avec la société turque Al-Barak, une très bonne chose parce que ça va contribuer à l'assainissement de nos principales villes, mais je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous avez opté, dans une situation de rareté de ressources, à ce qu'on appelle un contrat de gré à gré, alors que ce genre de contrat qui porte quand même sur plusieurs milliards de francs CFA aurait dû faire l'objet d'un appel d'offres. Et vous le savez aussi très bien que nous avons des structures dans notre pays, lorsque le contrat va au-delà de 500 millions de francs CFA, il faudrait que ce soit enregistré à ce niveau. Qu'est-ce qui s'est réellement passé lorsqu'on sait aussi que cette société était en face à Kinshasa et que le contrat a été résilié entre l'autorité de la ville de Kinshasa et cette société qui semblait être très chère et qui utilisait également même le matériel de la ville de Kinshasa pour opérer. Enfin, c'est ce que nous avons dû avoir comme information auprès de nos frères de la rive gauche. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce qu'il n'y a pas une expertise locale qui peut franchement faire ce travail afin non seulement d'éviter ce qu'on appelle l'érosion des devises, parce que ces gens vont rapatrier leurs bénéfices. Donc voilà, monsieur le ministre, les quelques questions. Peut-être que je pouvais en avoir plusieurs, mais comme on a des confrères qui brûlent d'impatience, je m'arrête là. Sur la première question concernant l'affaire évoquée par Alphonse Ndongo, j'aimerais dire ceci. D'abord, faire mienne les conclusions du ministre sur le fait que cette affaire relève des services compétents. Si affaire il y a. Les services compétents, c'est les services de justice, qui sont de deux types. Vous avez les services du procureur de la République, qui éventuellement mènent une instruction, ouvrent une information judiciaire,
et qui peuvent, à l'occasion de la recherche de la vérité ou d'éléments matériels sur une clameur ou sur quoi que ce soit d'autre, mettent en mouvement un certain nombre de services, notamment la police judiciaire et tous les services de police afférents. Ce travail, s'il est fait, ne peut pas appeler de commentaires de la part de l'exécutif. On n'a rien à dire là-dessus. Sinon, on est, excusez-moi l'expression, dans un chamboulement de l'état de droit où l'exécutif serait mis à contribution là où ce sont les services compétents qui ont la main. Ils ont d'autant plus la main, cher Alphonse Ndongo, qu'on a tous vu, vous comme nous les gouvernants, les membres du gouvernement comme vous, fleurir sur les réseaux sociaux des documents, vrais, faux, nous n'en savons rien, des mandats d'arrêt, et aujourd'hui on dit qu'ils ont été retirés, nous n'en savons rien. Laissons les services compétents communiquer le moment venu, si tel est leur désir. Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, cher Thierry, je voudrais, avant de commencer, te remercier pour cet espace et le privilège que j'ai d'être le primus, celui-là qui va donc inaugurer, s'il faut le dire ainsi, à tes côtés, cette quinzaine du gouvernement, qui est une belle plateforme de communication du gouvernement, qui par ailleurs est très bien suivie. Alors, la première question, qui est fondamentale en effet, vous avez commencé par saluer donc cet accord, vous avez posé la question sur le type de passation de marché public. Vous avez en effet rappelé qu'au-delà d'un certain seuil, pour des raisons de transparence, pour des raisons aussi pratiques de concurrence, qu'il valait mieux passer certainement par un appel d'offres. Pourquoi un gré à gré? Alors, je tiens à souligner que la politique, la loi de passation des marchés publics en République du Congo, qui est aussi la même quasiment au niveau de la sous-région et même au niveau international, nous avons deux options. Il y a les conditions qui exigent un appel d'offres national ou international, et il y a des conditions qui exigent en réalité un gré à gré. Grosso modo, la règle, c'est l'appel d'offres, mais l'exception, c'est le gré à gré. Et à quel moment il y a l'exception? Il y a l'exception quand il y a urgence, quand il y a impérieuse urgence. Et nous pensions que nous étions dans une situation d'urgence, d'impérieuse urgence sanitaire, puisqu'on a vu dans nos rues des tas d'immondices qui commençaient à joncher nos villes, les deux villes principales, avec des risques d'épidémie. Vous-même, d'ailleurs, nos amis de la presse, vous n'avez pas hésité à en parler. Et vous parlez aussi d'appel d'offres. Je ne dis pas qu'il y a eu d'appel d'offres, mais je dirais qu'il y a eu consultation. Puisqu'il y a eu publicité. Publicité, est-ce que publicité de la part du gouvernement, mais publicité de la part de la presse et de l'opinion publique. Il y a quand même eu 7 mois de négociations avec la société Al Bayrak. Et pendant 7 mois, pensez-vous bien qu'il y a eu d'autres sociétés avec qui on a eu des discussions, des échanges sur non seulement les détails techniques, ce qu'on appellerait en cas d'appel d'offres de cahier des charges, et gré à gré, chez les latins, c'est grétum. C'est quasiment se mettre d'accord sur un certain nombre de détails, sachant que l'appel d'offres, qui est un concours, est une démarche de sélection, mais en réalité un peu unilatérale. C'est vrai, ça garantit la concurrence. Mais est-ce qu'ici, il s'agissait de la concurrence ou il nous s'agissait de trouver un partenaire solide, un partenaire de renommée internationale, un partenaire capable de commencer le travail? C'est ce qu'on a fait. La deuxième question, qui je peux résumer un triptyque: souveraineté, patriotisme, nationalisme. Je suis d'accord avec vous. Vous avez posé la question sur le contenu local, en réalité, en se demandant pourquoi, à la place d'Al Bayrak, ce n'est pas la société d'Alphonse Ndongo, pignon sur rue, et qui pourrait, en tant que patriote, embaucher les Congolais et faire le travail. Je tiens à rappeler que la société Al Bayrak est une société de droit congolais, est une société qui ne vient pas avec un affrètement de navires, donc un débarquement du personnel qui viendrait de Turquie. Environ 1000 travailleurs, sinon 1500 en ce qui concerne les emplois directs, ce sont des Congolais qui vont travailler.
Et le top management, j'insiste, et nous avons insisté avec le partenaire, sera aussi animé par les Congolais. Donc, en réalité, la chaîne de valeur, parce que nous parlons de l'assainissement, et ne réduisons pas l'assainissement à un concept simple de collecte des déchets. C'est un tout, c'est vaste. Et dans cette chaîne d'assainissement, il y a aussi la valorisation. Et nous espérons avoir les sociétés congolaises, on ne va peut-être pas passer par les appels d'offres, sinon faire des appels à concours, non. Nous espérons avoir plusieurs sociétés locales qui vont se rapprocher de nous pour discuter, pour voir dans quelle mesure, en ce qui concerne la chaîne de valorisation, cette fameuse économie circulaire, comment intégrer les sociétés congolaises. Alors la troisième question, qui est la dernière, cette inquiétude de vouloir une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'on a eu une période où il y a eu des tas d'immondices, mais à juste titre, la patience est déchaînée, à juste titre, des questionnements sur comment faire, puisque la société, la précédente, venait donc de voir son contrat s'arrêter. Et aussi, il y a eu une grève. Il y a eu une grève des travailleurs. C'est aussi l'occasion, je profite de l'occasion, cher Thierry, pour dire aussi, lancer un appel pour la responsabilité des travailleurs. Souvent, c'est une ou deux personnes qui prennent en otage toute une équipe sans en mesurer les conséquences. Parce qu'en réalité, d'où est venu cet amas, ce tonnage des déchets dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire? C'est parti d'un conflit interne d'une société privée. Et c'est ce conflit interminable, 1 mois, 2 mois, qui en réalité a quasiment conduit la société, qui était déjà en situation de contrat précaire, quasiment à la banqueroute. Et on s'étonne, mais il est important de dire que le droit du travail doit être respecté. Lorsque le service minimum est respecté, on protège aussi l'outil de travail. Dans ce cas, l'outil de travail n'a pas été protégé. La conséquence, c'est qu'on a connu ce qu'on a connu. Donc il est important de remonter à l'étiologie des faits. Et l'étiologie des faits, c'est que ces 2, 3 bonhommes qui se sont retrouvés, qui ont pris en otage une société, et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faire face aux obligations sociétales, aux obligations sociales, aux conditions des autres travailleurs. Ernest Blanchard-Dimi, je pose mes questions pour le Patriote et le groupe Brazanet. J'ai bien envie, directement chez le ministre Mundele, mais je commence par vous. C'est la même question, le fameux Trésor Gate, le dossier. Donc, je crois que c'est quand même un acteur important de l'exécutif, puisque le Trésor dépend du ministère des Finances, donc il fait partie de l'exécutif. Au-delà des aspects judiciaires, soutenu par le principe de la séparation des pouvoirs, est-ce que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, peut nous expliquer en réalité ce qu'il se passe au Trésor public en lien avec cette affaire dite Dongo Zidane? Qu'est-ce qu'il en sait en tant que porte-parole du gouvernement? Parce qu'il s'agit quand même d'un acteur important de l'exécutif. Les trésors, ce n'est pas rien dans notre pays. Les autres questions, elles vont à l'endroit du ministre Mundele juste. Je sais que Alphonse l'a dit, c'est notre vœu le plus ardent qui est exaucé, mais on croit que ça va continuer avec les autres ministères techniques. On aurait bien voulu avoir, par rapport à l'actualité aussi, le ministre des Finances ici. On connaît sa situation, ça va. Mais, monsieur le ministre, nous avons fait 2 publications dans Brazanet sur la signature du contrat Albarak et le Congo. Et c'est la seule publication de toute l'expérience que nous avons de 7 ans d'existence de cet organe de presse qui a fait que nous ayons beaucoup de communication, beaucoup d'appels de la part de ceux qui veulent en savoir davantage. La question qui se pose, c'est de savoir qui seront les employés d'Albarak. Est-ce que c'est les gens d'Averda ou c'est ouvert à tout le monde? Les Congolais veulent savoir, ils sont nombreux à demander parce qu'ils veulent travailler là-bas. Ils sont très nombreux. La deuxième question qui vous concerne, c'est de savoir quels sont les éléments qui vous ont obligé, du point de vue technique, à préférer Albarak et après la rupture du contrat ou la fin du contrat avec Averda, qu'est-ce qui change de ce qui a été avec Albarak, avec Averda et de ce qui arrive avec Albarak?
La différence est où? Vous reposez sous une autre forme les questions qu'Alphonse a posées tout à l'heure. Et je vous réitère exactement le même type de réponse. Il n'appartient pas, je dis bien, il n'appartient pas au gouvernement de porter à ce stade une appréciation sur les éléments matériels qui ont pu amener le procureur de la République à instrumenter dans le dossier, c'est-à-dire à poser des actes. Il ne nous appartient pas à ce stade de le faire, et celui qui est habilité à le faire, c'est le procureur de la République. Quand il l'estimera nécessaire, s'il l'estime nécessaire, il communiquera. Le gouvernement n'est pas habilité à communiquer sur ce fait. Et j'aimerais, chers frères, vous dire ceci, vous confondez, si je peux me permettre, l'exécutif et l'administration placée sous la tutelle de l'exécutif. Le Trésor n'est pas dans l'exécutif, il est une administration de l'exécutif au service de l'exécutif, mais n'est pas dans l'exécutif. L'exécutif, c'est le gouvernement piloté par le Premier ministre sous l'autorité du président de la République qui est lui-même le chef de l'exécutif, en tant que chef de l'État. Donc, il ne s'agit pas, à ce stade, de quelque chose, quand on confond avec l'exécutif, qui voudrait que les membres du gouvernement soient au fait de tout ce qui se passe ou qui s'est passé et qui justifie la procédure. Nous sommes comme vous. Nous demandons de la sérénité. Je vais passer aux deux questions de M. Dimi, qui en réalité est une seule question. Pourquoi Al-Bayrak et qui va y travailler? Quelque part, c'est ça la question. Qu'est-ce qui diffère de choix entre Al-Bayrak et Averda? Vous me mettez dans une situation un peu délicate. Il ne s'agit pas ici de distribuer les points. Je pense que sortons un peu de notre hypocrisie à tous, moi y compris, vous et nous. Lorsqu'Averda travaillait ici, l'Averda n'a pas bénéficié que des bons points de notre part à tous. Comme par hasard, tout le monde réclame Averda. Comme quoi, Averda est décédé, vive Averda. Nous y sommes presque. Non, sortons un peu de ce type de démarche et soyons pratico-pratiques. N'oublions pas ce qui s'est passé. Nous avons, et c'est l'occasion d'ailleurs de saluer la force publique, de saluer toutes les entreprises locales, toutes les petites mains qui ont contribué à ce qu'on n'arrive pas à la peste, permettez-moi l'expression, qu'on n'arrive pas à des épidémies dans les villes. Et oui, quelle est la différence? En réalité, ils vont faire le même métier. Je vais vous rappeler que Averda, c'est 15 ans de contrat. N'avions-nous pas le droit à la fin de ces contrats-là de changer de partenariat? Nous avons négocié la formule de contrat. À Verda, nous étions sur un forfait, sur ces prestations. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quelle que soit la production des déchets solides, liquides, entre les deux capitales, le coût n'allait pas changer. Le coût était invariable. Nous avons trouvé maintenant une variable. La variable, c'est que maintenant, nous ne sommes plus au forfait. Nous passons au tonnage avec donc les méthodes de pont bascule pour que les deux municipalités arrivent à quantifier les déchets et que la facturation soit faite réellement sur la production des déchets. La première différence. La seconde différence, c'est que nous sommes en train de faire une migration. Il y a le directeur général d'assainissement qui est là, qui est lui-même entrepreneur en ce qui concerne les services d'assainissement. Oui, j'aimerais bien avoir les entrepreneurs, et nous lançons un appel à voir les entrepreneurs qui ne vont pas aller acheter les déchets. Parce que Al-Bayrak pourrait aussi vendre les déchets. Parce que c'est une matière première, c'est un intrant. On fait beaucoup de choses avec les déchets aujourd'hui, en ce qui concerne la valorisation de ces déchets. Mais nous avons réservé ce pan entier à l'économie circulaire et nous souhaitons très vite, parallèlement au contrat avec la société Al-Bayrak, d'avoir des contrats, pas un seul, des contrats
de valorisation. Or dur, c'est or qui est dur. C'est de l'or qui est dur. Il faut transformer cet or-là. Ensuite, qui va travailler Al Bayrak? C'est une société privée. Ce n'est pas une société publique. Donc, qui obéit à des procédures de recrutement. Averda a eu à former pendant 15 ans, au niveau de Brazzaville, environ 1200 Congolais et autour de 900 à Pointe-Noire. Donc, il y a une expertise, mais qu'ils postulent. Et pour nous, ils sont prioritaires parce qu'ils ont l'expertise. Mais à côté d'Averda, des anciens d'Averda, mais il y a aussi, oui, Monsieur Dimi, au niveau du site de notre ministère, nous sommes inondés des demandes. Par contre, nous n'avons aucune influence particulière pour demander à l'entreprise privée de les embaucher. Par contre, oui, nous n'accepterons pas, comme je vous ai dit, que des navires soient affrétés, que des avions soient affrétés avec du personnel qui viennent d'ailleurs, que ce soit des pays africains ou autres, pour venir faire le job. Ça, non. Nous voulons aussi renforcer l'expertise locale. Le dernier point sur la différence des contrats, c'est la durée. Nous sommes sur un contrat quinquennal de 5 ans, renouvelable, avec une évaluation à mi-parcours, ce qui n'était pas le cas. Je suis Gabrielle Mabiala, Tcheleka Média. Monsieur le ministre, toutes les routes des Brazzaville sont en état de dégradation. Cela fait déjà plus de 100 jours après la création du nouveau ministère que vous êtes à la tête. Malgré la tenue d'un forum dédié à l'assainissement, une question persiste. Que fait concrètement le gouvernement pour l'entretien des routes? Et une autre question, monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire comment comptez-vous concrètement favoriser le développement local et la décentralisation alors même que vous semblez concentrer toutes les fonctions? C'est vous qui lancez les travaux, qui les contrôlez, qui donnez les instructions, mais alors quel est le rôle des maires des communes de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Kintélé, pour ne citer que celle-là? Et l'autre question, monsieur le ministre, la troisième et la dernière question, quelques cimetières situés dans la zone nord du pays sont en proie des herbes. Et il y a des populations qui déclarent qu'il y a des serpents là-dedans. Dans le cadre de l'assainissement, que comptez-vous faire, monsieur le ministre? Sur la corrélation entre le gouvernement et les collectivités locales, vous savez, nous n'inventons pas le fil à couper le beurre. En réalité, les ministères des villes existent. Et nous créons les cadres. Nous ne faisons pas les travaux, comme vous dites. Prenons que la classification des routes au niveau de notre pays. Et c'est la même classification au niveau international. Pour prendre l'exemple de la France. Les routes sont classifiées, stratifiées. Vous avez les routes nationales, vous avez les autoroutes, vous avez les routes nationales, vous avez les routes départementales, vous avez les routes communales. La question, qui a la charge des routes, des autoroutes et qui a la charge des routes nationales? Je prends chez les autres, je ne prends pas chez nous. Parce que souvent, c'est chez les autres qu'on puise et qu'on pense que le modèle est le bon et le vrai. Qui a la charge des routes départementales? C'est le département. Qui a la charge des routes communales? C'est la commune. Mais qui a la charge des routes rurales? On peut prendre l'exemple de l'école. On prend aussi, on juxtapose, on prend l'exemple en France et en Navarre. Qui a la charge de l'éducation de l'université? Qui a la charge des lycées? Vous allez voir que à un niveau donné, c'est l'État, à un autre niveau, c'est le département et la commune. Ça s'appelle la coexistence, la corrélation entre la décentralisation et la déconcentration. Vous savez, la décentralisation ne peut pas exister et fonctionner sans qu'il y ait une déconcentration solide. Je vais paraphraser le président François Mitterrand qui disait que la concentration a aidé à consolider la citoyenneté et l'État en France. Et la décentralisation aide à la garder unie. Donc, en gros, ce sont deux structures qui cohabitent. Pour preuve, c'est le préfet de la République, le préfet de République qui fait le contrôle de légalité des actes des conseils départementaux et municipaux. Alors, 3 mois après,
les routes sont en très mauvais état. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui dégrade nos routes? Parce que pour que nos routes deviennent en mauvais état, ça veut dire qu'il y avait un point de départ où les routes étaient en bon état. Personne ne s'est levé un matin, les routes dégradées. Les routes ont existé et en bon état. Donc, il y a eu une dégradation des routes. Qu'est-ce qui a dégradé nos routes? Il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène climatique, mais il y a aussi des phénomènes anthropiques, c'est-à-dire la main de l'homme, quelque part. Lorsque les bassins versants sont occupés par des citoyens qui empêchent à ce que les eaux ruissellent et circulent librement, ces eaux se retrouvent où? Mais se retrouvent sur les chaussées. Et lorsque sur ces chaussées, vous avez de l'eau qui stagne, quelle est la conséquence? C'est la dégradation des routes. Après, reblotte, on peut enlever toute la couche, refaire des revêtements. Ça va être une question de temps. Donc, alors, l'approche qu'on a, c'est vrai qu'il y a l'urgence, mais on voudrait aussi avoir une nouvelle approche doctrinale. Je m'explique. La plupart des routes qui sont dégradées aujourd'hui sont des routes bitumées. Comme on dit chez nous, goudronnées. La question, c'est, je disais qu'il faut peut-être aller vers une nouvelle doctrine. Est-ce que devrons-nous continuer à garder des chaussées sur ce revêtement bitumeux ou alors aller vers les pavés, par exemple? Vous savez, les grandes villes, Lisbonne, Paris, Rabat, c'est des pavés, ça fonctionne bien. Pointe-Noire, qui est ma ville, le centre-ville de Pointe-Noire, ce fut des pavés. Le jour où on a mis le goudron, ben, on a les conséquences qu'on a aujourd'hui. Donc, oui, nous avons, au niveau du gouvernement, en train de voir dans quelle mesure, en ce qui concerne Brazzaville et Pointe-Noire, les expériences ont déjà commencé. Je pense que ceux qui sont passés par Mazala ont vu qu'il y a assez pavés, je pense. Bon, même si Tcheleka ne fera pas le reportage certainement là-dessus, mais comme je serai invité, il faudra bien faire un reportage aussi là-dessus et on fera le commentaire. L'ambition, c'est vraiment aller vers du tout pavé. C'est ça l'ambition. Mais cette ambition, elle s'accompagne aussi des moyens. Et la conjoncture n'est pas meilleure, mais on n'est pas aussi les plus malheureux. Donc, on essaie de voir dans quelle mesure le gouvernement peut trouver de la ressource, mettre en disposition pour les villes, essentiellement Brazzaville et Pointe-Noire. Je suis Lucien Martial, j'interviens pour le compte de RFI. J'aurais pu poser la question à un gestionnaire de la SNE, permettez-moi le vieux nom, ou de la SNE, mais comme vous êtes là, j'en profite. Vous savez, assainir une ville, c'est créer des conditions, sinon des bonnes conditions de vie des populations. C'est donner l'eau, c'est donner l'électricité. Mais je vous assure que ces deux denrées-là sont devenues très rares dans plusieurs quartiers de Brazzaville ces 3 derniers jours. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et j'aimerais vous poser la question de savoir jusqu'à quand ce calvaire-là. Merci. Alors, très bonne question. Jusqu'à quand ce calvaire? La problématique de l'eau et de l'électricité est une problématique qui a pas longtemps a défrayé la chronique. Il y a eu une approche en ce qui concerne les mécanismes BOT, Build Operating Transfer, donc construire, opérer, transférer. Ça fait un débat. D'où je parlais du langage de la vérité. On a entendu les syndicalistes dire « nous sommes compétents ». Ils ont d'ailleurs même montré leur fait d'armes. Après les situations qu'on a connues, c'est nous qui avons réhabilité. Nous pouvons le faire. Vous voyez, mais on a besoin de la ressource financière. On ne doute pas de l'expertise. L'expertise existe. Mais le réseau, aujourd'hui, répond aussi à la démographie. Nous avons une démographie qui a, surtout dans les deux grandes villes, vous voyez, Brazzaville et Pointe-Noire, il y a une démographie galopante qui nécessite quoi en réalité? Qui nécessite la viabilisation des quartiers et des zones, parfois qui se sont installés, on s'est presque endormi, on s'est réveillé, il y a un nouveau quartier, et ce nouveau quartier a besoin de l'eau, de l'électricité, et le temps que les spécialistes installent l'électricité,
les quartiers, on a des familles qui sont installées. Voyez-vous? Donc, oui, il faut qu'on regarde les nouveaux moyens de financement. On ne peut pas continuer aujourd'hui à penser que l'État, à lui tout seul, peut financer ces projets de réhabilitation et en réalité de transformation radicale, d'augmentation, d'optimisation, que ce soit de l'électricité. Mais il y a des méthodes. Ces méthodes sont appliquées aussi ailleurs, aux États-Unis, au Japon, au Gabon, en France et au Congo. Ce sont les BOT, ce sont les affermages. Après, on peut avoir un débat là-dessus. Voyez-vous, le débat s'est estampé. C'est fini. On a enterré le projet. Ça y est. Peut-être qu'on devrait s'asseoir pour se demander si l'autre partenaire, parce qu'il était africain, il n'était pas bon parce qu'il était africain. Parce qu'un coup, quand c'est les Africains, peut-être qu'il était africain. Peut-être qu'il faut qu'on aille regarder du côté des Amériques, du côté de l'Europe. Mais en réalité, Monsieur le Huissier Martial, vous posez là la question de l'approche technique, l'approche opérationnelle, l'approche économique. Partout ça se fait comme ça, c'est des BOT. On parlait des routes. Madame parlait des routes. Mais comment se font les routes ailleurs? Ce sont des entreprises qui viennent, qui négocient ou avec l'État ou avec la collectivité, qui dit, moi j'ai des moyens, je vais aménager la route au départ du boulevard Alfred Raoul jusqu'à la sortie de Kintélé. Ça fait 15 km, mais s'il vous plaît, à l'entrée de Kintélé, il faut que je mette un péage parce que moi, il faut que je gagne un peu d'argent et en 25 ans, l'ouvrage va vous revenir. Si on le fait à Brazzaville, vous allez fabriquer ma guillotine, bien sûr. Alors qu'ailleurs, c'est ce qui se passe. Nous payons même. Allez à Abidjan. Vous quittez l'aéroport, vous entrez à Abidjan, vous payez, vous continuez. Et quand vous rentrez à Abidjan, vous venez à Brazzaville, c'est « Oh là là, il n'y a pas de nid de poule. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que je suis passé, c'était bien à Paris. Ah, qu'est-ce que c'était bien. » Mais les mêmes expériences qui se font ailleurs, lorsqu'on essaie de le faire chez nous, il y a un problème doctrinal, il y a un problème sociologique, il y a un problème culturel, il y a peut-être aussi un problème politique. Albert Miazupota, la semaine africaine. Je voulais dire, Monsieur le ministre, on vous entend bien, c'est clair et net, mais quelle est l'ambition de temps que vous vous donnez ou que vous nous donnez pour que tout cela donc change? C'est-à-dire, en combien de temps nous aurons de meilleures routes, nous aurons une bonne voirie, nous aurons... Voilà. Je vous ai bien compris et je vais vous répondre. Je vous réponds, en combien de temps tout cela devrait être fait? Il y a urgence très vite. Ça devrait être fait très vite parce que nous sommes dans les urgences. Mais ça devrait être fait aussi avec les citoyens. Je suis Jean-Eudes Ganga, je représente le site internet groupecongomedia.com. Je voudrais savoir ce que vous faites en tant que ministre en charge de la qualité de l'eau, puisque vous êtes à l'assainissement, ce que vous faites pour le contrôle des forages. Parce qu'on a des populations qui boivent l'eau des forages. Est-ce que c'est une eau recommandée comme eau de boisson, l'eau du forage, ou bien elle doit nécessairement subir un traitement par des méthodes qui sont connues, conventionnelles, avant d'être consommée en tant qu'eau de boisson? Votre interrogation, en fait, fait appel à une concertation pratiquement interministérielle, parce qu'il y a un ministre, mon collègue en charge de l'hydraulique, il y a aussi ma collègue en charge des questions de l'environnement, et naturellement nous-mêmes, on devrait en effet pouvoir voir dans quelle mesure rassurer les populations, parce que, vous savez, les sociétés qui vendent de l'eau minérale ou de l'eau plate ou de l'eau, souvent, pour la bonne publicité, c'est écrit l'eau de source. Et c'est même précisé, surtout à l'étranger, c'est écrit l'eau de source naturelle. Mais par contre, votre proposition de faire le recensement de ces sources, elle est pertinente. Merci pour cette contribution citoyenne. Je suis Tressika Kipebe, journaliste à GoTV. Quel est le sort réservé aux anciens agents d'Averda? Le gouvernement paiera-t-il des droits à ces agents ou bien ils seront abandonnés à leur triste sort? Le sort des anciens sociétaires, des anciens agents d'Averda, je pense que la société, qui est une société privée,
J'insiste là-dessus. C'est une société privée. Ce n'est pas l'État qui a embauché pour le compte d'Averda. Averda a embauché pour son propre compte. Et les informations que nous avons, parce que ça nous préoccupe, parce que c'est le sort de nos compatriotes. Je sais qu'à ce jour, ils avaient reçu des notifications de cessation de leur contrat de travail. Ils ont pu percevoir, pour certains, sinon pour tous, quelques mois de salaire, mais il leur manquerait, je crois, 2 ou 3 mois de salaire. Mais ça devrait être résolu puisque la société Averda, qui n'a pas encore bénéficié du solde de tout compte avec l'État, devrait aussi, et nous allons y veiller, solder aussi son compte auprès donc, de ces anciens travailleurs. Par contre, je l'ai déjà dit ici, ils sont libres de postuler, pas seulement à El Bayrak, même ailleurs. Mais nous espérons qu'ils viendront nombreux postuler à El Bayrak parce que leur CV va parler pour eux. Je suis Clavis Kiba, je représente le média en ligne journal Event. Monsieur le ministre, on a parlé des comptes performances d'Averda, mais j'ai envie de dire que le gouvernement congolais également a contribué parce que le gouvernement n'honorait pas ses engagements de financer. La question que je voudrais poser, c'est de savoir, est-ce qu'avec Al Bayrak, il y a un nouveau mode de financement? Est-ce que, souvent, la même cause produit les mêmes effets, est-ce que vous avez trouvé des précautions pour ne pas qu'on tombe dans les mêmes erreurs? Bon, c'est une bonne question. Mais je vais vous renvoyer dans la loi de finances. Dans la loi de finances 2025 a prévu des niches en ce qui concerne le financement de l'assainissement. Il y a la taxe sur les emballages non renouvelables, il y a la taxe sur les loyers, les maisons, donc nos maisons en location. Il y a donc pas mal de taxes que vous allez retrouver dans la loi des finances. Maintenant, je ne partage pas votre assertion en disant que c'est le gouvernement, c'est le gouvernement. Non, je pense que il y a une conjoncture qui est connue, qui était connue et qui par ailleurs est connue. Et le gouvernement a fait beaucoup d'efforts face à cette conjoncture pour en réalité ne pas déséquilibrer la société. Vous allez refaire vos enquêtes et vous posez la question à quand remonte en réalité la crise des déchets d'Averda. Mais c'est à partir du mouvement social. Tout part de là. Ma conviction, elle ne reste que la mienne. Vous la partagez, c'est bien, mais je ne demande pas qu'elle soit partagée forcément, parce que c'est la mienne. Ma conviction, la plus profonde, est que si les travailleurs d'Averda n'étaient pas rentrés dans une grève interminable, je pense qu'on n'aurait peut-être pas eu, on ne serait peut-être pas ici en train de parler d'une autre société. Je suis Gabrielle Mabiala. Avec vous, Monsieur le ministre, nous avons remarqué ces derniers temps, cela fait depuis 2020, que le président de la République ne fait plus des rencontres avec la presse nationale, plutôt des interviews avec la presse internationale. Qu'est-ce qu'il reproche à la presse locale concrètement? Et on aimerait savoir les interviews qu'il échange avec la presse internationale, à qui s'adresse-t-il concrètement? Écoutez, je vais vous poser, mais vraiment à tous, une simple question. Y a-t-il ici un organe qui aurait fait une demande d'interview au président de la République, demande passant par les voies administratives habituelles, c'est-à-dire le cabinet du président, qui lui-même renvoie à l'intérieur du cabinet au département communication et médias de la présidence de la République, et que cette démarche, depuis 2020, avez-vous dit, n'aurait pas été couronnée de succès? Y a-t-il ici un organe qui a fait une demande d'interview formelle, officielle, administrative au président qui n'a pas fait l'objet de réponse? Citez-moi. Y a-t-il un organe? Y en a-t-il un? Bon, comment voulez-vous que le président réponde si on ne lui pose pas la question? Je crois que quelque part, il y a un verset biblique qui dit « Frappe et on t'ouvrira ». Frappez et le président certainement vous ouvrira.
Monsieur le ministre, je parlerai sport. Depuis le 6 février, nous le savons tous que la FECOFOOT est suspendue provisoirement pour ingérence des chairs. Et la FIFA sera en congrès, 75e congrès de la FIFA, le 15 mai. Dans l'ordre du jour de ce congrès, au numéro 4, est inscrit le cas de la suspension d'une fédération. Au niveau du Congo, rien ne change, rien ne marche, rien n'évolue. Le ministère en charge des sports a eu plusieurs fois la volonté de faire sortir la FECOFOOT dans cette crise. La commission ad hoc a libéré le siège, mais à ce jour, reste l'ordonnance de rétractation au niveau du tribunal des grandes instances de Brazzaville qui tarde à être délivrée. Parce que le dossier semblerait être vide. Est-ce la volonté du gouvernement de voir la destruction des jeunes talents? Également, la deuxième question, depuis un certain temps, on assiste au niveau du sport en général, une chanson, pas d'argent, pour les fédérations engagées aux compétitions internationales, à l'instar du judo et des lutteurs qui devraient se rendre au championnat d'Afrique, qui ne sont pas partis, pour les judokas en Côte d'Ivoire et les lutteurs au Maroc, faute d'argent. Mais lorsqu'il s'agit du football, il y a toujours eu de l'argent. Pourtant, ces athlètes sont capables d'apporter au Congo des médailles d'or, d'argent et de bronze. Pourquoi ce choix du gouvernement? Pourquoi c'est toujours le football, pas les autres fédérations? Bon, vous semblez être renseigné sur l'ordre du jour du congrès de la FIFA. Nous souhaitons, le gouvernement souhaite qu'effectivement la suspension provisoire qui pèse sur notre pays, notre football, soit levée le plus tôt possible. Et le gouvernement s'attelle à cela. Pour votre information, toutes les plus hautes autorités de l'État, aujourd'hui, comme vous, comme nous, souhaitent que cette suspension provisoire soit levée et que nous n'aboutissions pas à une suspension pour un temps déterminé qui ne pourrait plus être levée, quelles que soient nos plaidoiries. Et donc attendons et nous espérons, nous croisons les doigts. Vous dites le 15 mai, mais écoutez, le gouvernement, la fédération et tout le monde va plaider auprès de la FIFA parce qu'une suspension pour une durée longue compromettrait les possibilités pour notre sport roi, c'est-à-dire le football. Vous parlez ensuite du financement des compétitions. Bon, j'aimerais, madame, si vous le permettez, faire un brin de provocation. Excusez-moi, il n'y a qu'en Afrique que nous voyons les fédérations sportives qui sont des associations de droit privé, hein, même si elles bénéficient d'une délégation de services publics dans leurs domaines respectifs, football, handball, basketball, etc., athlétisme, etc. Ce sont des fédérations de droit privé. Nous sommes en Afrique en général et au Congo en particulier dans une logique qui consiste à penser que l'État doit financer ces fédérations qui par ailleurs ont des adhérents, certainement peuvent dégager des recettes et si elles ne le font pas, doivent trouver les moyens d'en dégager. Maintenant, excusez-moi madame, mais celui qui paye décide. Puisque vous évoquez pourquoi on donne plus là-bas et moins là. Mais il y a quelque chose qu'on appelle le sport roi, c'est le football. C'est la loi du nombre. C'est-à-dire, là où il y a plus de passion, puisqu'on demande à l'État de payer quand il peut, ben, il a tendance à donner la part du lion un peu plus à celui dont les retombées médiatiques, sportives et même politiques, au sens noble du terme, sont les plus grandes. Voilà ce que je pourrais vous répondre. Maintenant, ça n'exclut pas que quand il le faut, et on a eu l'exemple récent de nos handballeuses à Kinshasa, quand il le faut financer, surtout quand on a des espoirs de médailles.